Donc l'objectif de ce jour, c'est de parler en fait du lien entre les data et la réputation. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un monde totalement digitalisé. Hein. Vous savez que si hier vous avez mangé avec un ministre et que vous avez eu du homard et que vous avez bu des grands crus, il est possible que ce matin vous ayez cette information sur Mediapart. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est le gros scandale en ce moment. Si vous avez raté l'entraînement du PSG hier, vous pouvez être aussi sur l'équipe dès aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est absolument digitalisé. Et en fait, l'idée, c'est que il y a plusieurs risques qui sont liés à tout ceci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait tout ce qui peut arriver, parce que tout est digitalisé, vous avez aujourd'hui plusieurs possibilités. Il faut savoir que vous pouvez, par exemple, aujourd'hui en termes de business, 95% de votre business, voire 99% de votre business, est fait sur des transactions. Transactions qui sont faites par vos collaborateurs, transactions qui sont faites par vos clients, transactions qui sont faites par vos partenaires, transactions qui sont faites par vos fournisseurs. Si vous perdez ces transactions, ça peut impacter sérieusement votre business. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on essaye de garder au maximum ces données pour pouvoir en fait trouver des tendances, des nouveaux marchés, des nouveaux processus, des nouveaux clients. Et il faut essayer d'archiver au maximum ces données et surtout de les protéger. Vous avez un bon exemple qui s'appelle Google. Google, on l'a comme client, ils ont quelque chose comme 3000 pétabytes de données. Donc, vous voyez un peu la taille du nombre de données qu'ils utilisent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sniffent en fait, sans arrêt Internet, et ils stockent toutes les données en fait, qui apparaissent sur Internet. Et à partir de ça, ils définissent en fait des nouveaux modèles, ils définissent des nouvelles tendances, ils définissent en fait le comportement des gens, et ça leur permet en fait comme ça de développer des nouveaux produits. Il faut savoir que cette société, il y a 10 ans, n'existait pas. Donc vous voyez en fait le type de données qui peut être utilisé. Alors, bien entendu, le business analytics, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent dans nos entreprises. Et il faut être sûr que l'on puisse protéger toutes ces données et être sûr qu'elles ne soient pas utilisées par d'autres, notamment, et qu'elles soient perdues pour nous, parce qu'on peut perdre un certain nombre de marchés potentiels. Le troisième point, c'est la réputation. Il faut savoir que de plus en plus aujourd'hui, quand des sociétés perdent des données, notamment des données de clients, on est obligé en fait de faire un public statement, c'est-à-dire qu'on est obligé de le déclarer souvent à la presse ou à des organismes. Donc il est bien entendu ici, et ça aux États-Unis par exemple, ça se fait sans arrêt, et ça arrive de plus en plus en Europe. Donc ça veut dire que si demain vous perdez des données, vous êtes obligé de le publier. Ce qui est arrivé à Google, ils avaient à un moment donné perdu des données, vous êtes obligé de les publier, et là, votre réputation, quand même, en prend un coup. Et puis maintenant, ce qui arrive, en fait, sur le marché, vous êtes tous au courant, c'est ce que l'on appelle le GDPR, ou alors, en français, c'est RGDP, donc tout ce qui est lié aux données personnelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous managez, en fait, des données personnelles, donc notamment les données de vos clients, vous devez être sûr que, ces données sont totalement protégées. C'est-à-dire que personne ne puisse les voler. Deuxième niveau, c'est que si ces données sont volées, il faut être sûr que vous puissiez prouver qu'elles ne peuvent pas être utilisées. Donc en général, on les encrypte. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que vous devez aussi faire en sorte que quand les organismes de régulation vous le demandent, de faire la preuve que vous êtes capable de recréer ces données, au cas où cela est demandé. D'accord ? Et tout ça, en fait, si ce n'est pas bien fait, ça vous amène en fait à être obligé de payer des amendes qui peuvent monter jusqu'à 20 millions de dollars, donc c'est quand même pas négligeable, ou 4% du chiffre d'affaires annuel international de l'entreprise. Alors on pense que c'est une petite histoire, etc. On se dit ouais ça va bien se passer, etc. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse hier, mais en fait British Airways, d'accord, British Airways, en fait, s'est fait hacker. Et British Airways, en fait, il y a un hacker qui a réussi à prendre, en fait, des données sur 500 000 clients, à peu près. D'accord ? Alors, ce ne sont pas des données essentielles. Mais ça a été donc vu par les organismes de régulation. Et vous savez quelle est l'amende potentielle qu'ils peuvent payer aujourd'hui ? 183 millions de livres sterling. D'accord ? J'ai calculé, c'est à peu près l'équivalent, ils vont perdre en fait le chiffre d'affaires de 7 à 8 000 vols. D'accord? Donc minimum. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils vont faire voler 7 000 avions à un moment donné, sans récupérer un sou.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faut en fait faire en sorte que vous puissiez en fait amener des nouveaux systèmes de protection de données qui vous assurent en fait de pouvoir protéger totalement ces données, mais surtout en plus de pouvoir les recréer de manière très très rapide et surtout n'en perdre aucune. Donc ça c'est aujourd'hui ce qu'il faut atteindre lorsqu'on s'occupe de protection des données. Alors dans le niveau de, vous savez, on a toujours utilisé des pyramides pour classifier les données au sein d'une entreprise, avec les données de base en fait, en général bureautique, etc., qu'on peut recréer au bout d'un certain temps, d'accord? Donc on peut perdre quelques données, c'est pas très grave. On peut les recréer au bout d'une heure ou deux, c'est pas très grave, d'accord? Et puis au-dessus, vous avez donc les données qui sont importantes, qui elles, en fait, dans la mesure du possible, ne doivent pas être perdues, et que l'on doit recréer relativement rapidement. Et puis vous avez les données dites essentielles ou stratégiques. Et puis vous avez les données critiques et les données business critical. Données business critical, c'est toutes celles que vous devez, en fait, vous devez en perdre aucune, déjà, et vous devez être sûr que s'il arrive quelque chose, vous puissiez les recréer de manière extrêmement rapide. On appelle souvent le temps de reprise, donc, ou RTO en anglais. Et bien maintenant, on a un nouveau niveau qui s'appelle les données fiduciaires. Les données fiduciaires, c'est des données qui sont critiques pour le business de votre entreprise, mais qui ont aussi un aspect légal. C'est-à-dire que ces données-là, vous ne pouvez pas les perdre. Ça, c'est clair. Parce que non seulement vous allez les perdre pour votre business, mais en plus vous allez payer des amendes dessus. Et vous devez les recréer. Et surtout, ce qui est demandé maintenant, c'est d'avoir la preuve que vous pouvez les recréer. Ce qui est quand même très différent de ce qui existait avant. Avant, on vous demandait de les recréer. Maintenant, on vous demande à chaque fois la preuve d'être sûr que vous pouvez les recréer. Si demain un organisme de régulation va vous voir, il peut vous dire « Prouvez-moi que vous pouvez recréer ces données-là ». Donc ça change en fait l'approche au niveau de la data protection. Donc aujourd'hui, en fait, on pense que nous, c'est notre vision, que la façon traditionnelle de faire du backup est terminée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on traite toutes les données à peu près de la même manière quand on fait du backup, et quand on veut faire de la business continuité, on rajoute du failover. Or, quand on voit maintenant qu'il y a des données qui sont extrêmement critiques et qui peuvent amener un aspect légal, il faut être sûr que l'on puisse donc créer une solution spécifique pour ces données-là. Aujourd'hui, on dit, nous, one size does not fit all. Okay? C'est-à-dire qu'un système ne peut pas adresser tous les problèmes en termes de protection des données. Il faut que ces systèmes-là évoluent et soient capables en fait d'être beaucoup plus intégrés avec les applications, d'être plus intégrés avec les middleware, d'être plus intégrés avec les bases de données, et surtout d'être plus intégrés aussi avec tous les objets, IoT, etc., auxquels elle peut faire référence. Donc si on continue dans cette approche, nous, notre idée, c'est de dire que les solutions de protection des données doivent être pensées, conçues, designées, développées, en même temps que les applications, en même temps que les bases de données. Un peu à l'image de l'iPhone. D'accord? L'iPhone, en fait, pourquoi le succès de l'iPhone? L'iPhone, c'est pas parce que c'est un téléphone que ça a été un succès. Le téléphone portable, ça existait déjà. Le vrai succès de l'iPhone, c'est que quand ils ont développé en fait l'iPhone, ils ont développé en fait toutes les applications qui fonctionnaient avec, et surtout ils ont développé en fait tout un système qui permet aux applications d'interagir entre elles, et surtout l'iPhone, il est aware de ces applications, c'est-à-dire qu'il sait réagir à l'avance par rapport aux besoins de ces applications. Eh bien, dans le stockage, on pense que dans le futur, ça devrait être également la même approche. C'est-à-dire qu'il faut avoir une intégration beaucoup plus profonde avec les fonctions, ce qui va vous permettre d'avoir plus de fonctions, plus de performance, plus d'efficacité et plus de simplicité. Alors, aujourd'hui, vous utilisez en fait des systèmes qui sont des systèmes de backup, donc qui aujourd'hui sont un petit peu plus, on va dire que, voilà, bon, l'image est un peu agressive, c'est pas tout à fait ça, mais quand on parle aujourd'hui des systèmes de protection de données, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, on faisait du backup sur tape, majoritairement. Et puis au début des années 2000, on a commencé à avoir des systèmes disques, d'accord, qui étaient capables de faire de la déduplication, etc. Bah, tout ça, aujourd'hui, c'est un petit peu vieillot. C'est un petit peu vieillot parce que quand on regarde bien ces systèmes-là, en fait, vous faites aujourd'hui de la protection de données avec des systèmes qui ont été inventés en 2001.
Alors juste à titre d'exemple, hein, il faut savoir qu'un iPhone, vous savez quand est-ce qu'a été inventé le premier iPhone? Ça vous dit quelque chose ou pas? Une date? Par là. Pardon? Début des années 2000. 2007. 2007. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout cet aspect de digitalisation, de social media, de digitalisation complète du monde, en fait, est arrivé, en fait, ça a 8-9 ans, maximum, et encore. On va dire que ça a vraiment explosé dans les 5 dernières années. Aujourd'hui, quand on regarde, on utilise en fait des systèmes de protection de données qui ne sont pas tout à fait liés à ça, inventés au début des années 2000. Donc par rapport à ça, ce que l'on pense, c'est que pour nous, il faut que les systèmes en fait, qui vont faire en fait, cette protection des données soient beaucoup plus proches en fait, des applications et n'offrent pas le même service à toutes les applications. Il faut savoir que les applications critiques, aujourd'hui, doivent avoir un service bien meilleur et doivent surtout, en fait, les solutions de data protection doivent être capables aujourd'hui de comprendre avec qui elles parlent. Donc l'idée, en fait, c'est, notre stratégie, c'est de dire, il faut que ces solutions de data protection soient très proches, en fait, des databases et des applications critiques de votre entreprise. Il faut deuxièmement qu'au niveau des data centers, on pense de manière différente la protection des données. Il ne s'agit plus maintenant d'avoir un seul système et puis d'essayer de connecter à peu près tout sur ce système-là. Et puis il faut également avoir, bon ça c'est un trend qui a été expliqué tout à l'heure, il faut s'orienter de plus en plus vers le cloud parce que c'est de toute façon l'évolution. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez dans votre entreprise en fait des bases de données, d'accord, bon, une base de données Oracle, qui sont en fait aujourd'hui les données critiques de votre entreprise. C'est également donc l'actif principal de votre entreprise. Il faut qu'aujourd'hui, les stockages qui vont être capables d'assurer la protection de ces données soient extrêmement intégrés au niveau de ces bases de données, c'est-à-dire qu'elles doivent parler le même langage, être capables de se comprendre. C'est-à-dire que quand la database donne un ordre, il faut que le système de protection de données le comprenne. Et lui-même s'organise pour répondre à ses besoins. Car sinon, vous allez traiter en fait votre application critique comme vous traitez en fait une donnée bureautique, de la même manière. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un lien très très fort, beaucoup plus profond en fait, au niveau des fonctions qui sont sur la database avec le système de protection de données. Le deuxième point, c'est qu'on en a un peu fini aujourd'hui de faire de l'intégration. Le but aujourd'hui d'un service informatique, c'est plus de concevoir, d'intégrer, de connecter, de faire tout ce travail en fait relativement compliqué, qui amène de la complexité et qui amène du risque sur la protection des données. Il faut savoir que plus vous mettez de composants, d'accord, dans la ligne de protection des données, plus les risques concernant la perte de données sont importants et plus en fait le temps de recovery sera long. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de dire il faut utiliser au maximum ce que vous avez vu au-dessus en termes d'engineer system, des appliances qui puissent parler le langage en fait, des bases de données et qui soient également capables d'être complètement intégrés, que vous puissiez utiliser immédiatement sans avoir à vous poser la question en fait, de comment les intégrer, comment les connecter, etc. Le troisième point, c'est qu'il faut également que vous puissiez garder toujours en tête dans votre entreprise qu'il faut toujours cette notion de air-gap, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait du disaster recovery, la ligne de business, c'est toujours de se dire, si j'ai quelque chose dans un centre, il faut que j'ai au moins des éléments qui soient offline, d'accord, donc souvent du cloud, qui vous permettent, en cas de désastre majeur, de pouvoir avoir donc, cette séparation géographique, cet air gap, qui vous assure, en fait, de pouvoir retrouver vos données. Et ça, c'est notamment très important contre le hacking. Un exemple, l'an dernier, il y a une société en fait en Australie qui faisait du web service pour d'autres sociétés. Donc globalement, en fait, ils traitaient les applications de 50 entreprises. Ils ont licencié un de leurs informaticiens, d'accord? Ils l'ont licencié et ils lui ont annoncé le matin en lui disant « tu pars à 11 h ». Eh bien, de 9 h à 11 h, l'information est pas arrivée au système informatique, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette personne-là, en fait, s'est connectée et a détruit donc toutes les données primaires, et a détruit toutes les données de backup
parce que c'était sur disque, et ça lui a pris 25 minutes. C'est-à-dire qu'en 25 minutes, il a détruit sa société, déjà. Bon, après, il est en prison, hein, d'accord, mais enfin, le fait est là. Il est en prison, il a détruit les données de sa société, et il a détruit les données de 50 sociétés qui étaient stockées dans cet environnement-là. Donc ça, et ça, bien entendu, on se dit toujours, ouais, ça n'arrive pas, etc., mais mettez-vous juste, posez-vous la question, quand on licencie quelqu'un dans une entreprise, est-ce que immédiatement tous ces accès sont coupés? Immédiatement, ça veut dire dans la seconde. Je suis pas sûr. Donc ça peut laisser quand même beaucoup de choses. Et ça pourrait être également un hacker. Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir cette air gap qui vous permet en fait d'avoir des données qui ne peuvent pas être détruites parce qu'il y a un air gap, il faut se connecter dessus, etc. Donc ça c'est l'approche au niveau du cloud avec cette séparation géographique. Alors ce que l'on veut nous au niveau des solutions de stockage, qu'on disait, c'est qu'il faut qu'on ait des solutions donc, qui parlent le langage des bases de données, donc qui interagissent en fonction des demandes qui sont faites par ces bases de données, ces applications. Il faut que ces systèmes-là soient, comme dans la famille Engineer System, très faciles à implémenter et sans avoir besoin d'être extrêmement complexes en termes de connexion. Et il faut avoir la possibilité, bien entendu, d'avoir la connexion sur l'environnement cloud. Donc, on a aujourd'hui, nous, dans notre environnement, on a développé en fait des solutions qui s'appellent des Recovery Appliances, okay, dont l'objectif, en fait, c'est qu'elles aient été développées en fait par le même engineering. C'est-à-dire que ceux qui ont développé les databases, ceux qui ont développé les engineer systems, sont aussi ceux qui développent en fait ZDLRA. Donc en fait, ça leur permet d'avoir un seul langage. Le deuxième point, c'est qu'on a voulu que ce système-là soit compréhensible pour celui qui est l'honneur des applications ou également le DBA, de telle manière à ce que lui puisse comprendre exactement comment cela fonctionne. Le troisième point, ce qui est important, c'est que ça fait partie intégrale de l'écosystème Engineer System, c'est-à-dire donc des appliances qui parlent entre elles et qui sont capables de se comprendre afin de pouvoir à la fois sauvegarder les données et les recréer très rapidement. Donc fournir une protection intégrée et étendre tout ceci potentiellement en cloud. Alors, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous faites un backup, l'idée c'est que vous faites un backup, par exemple tous les jours, un full backup, et puis vous faites potentiellement d'autres full backups sur des applications très très spécifiques, par exemple toutes les heures, d'accord, parce que vous êtes sûr que les backupez, et puis vous faites quelques incrémentales. Quoi que vous fassiez, de toute façon, le risque sur les données, il est en général minimum d'1 heure, 2 heures, d'accord, voire une journée. Dans l'environnement, en fait, Oracle, sur les databases, ce que l'on fait, c'est qu'en utilisant ce système-là, qui s'appelle ZDLRA, pour Zero Data Loss Recovery Appliance, on fait un full backup au départ, quand on implémente en fait cette unité, et ensuite on ne transmet que les redo logs, c'est-à-dire qu'en fait que les changements qui arrivent sur les bases de données. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, vous avez une protection continue en fait des données, puisque dès que la donnée arrive ici, elle est indexée, elle est compressée, elle est validée aussi pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, vous recréez donc plusieurs images, en fait, virtuelles de full backup. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, vous avez une image de votre base de données. Alors, de votre base de données, ou d'une centaine de bases de données, ou d'un millier de bases de données, en fonction, bien entendu, du type du nombre de bases de données que vous voulez gérer au travers des ZDLRA. L'avantage par rapport à ça, c'est que quand vous refaites, en fait, un restore dans un environnement traditionnel, au travers avec une backup appliance qui n'est pas ZDLRA, ce que vous allez faire, c'est que vous allez recréer, en fait, en général, remettre des incrémentales sur des full backup, et puis après remettre les redo logs, etc. sur la base de données pour retrouver votre environnement, alors que sur le ZDLRA, vous pouvez retrouver n'importe quel environnement à n'importe quel moment, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, n'importe quel point in time. C'est-à-dire, si vous voulez retrouver vos données d'il y a 5 minutes, ou vos données d'il y a une journée, ou vos données d'il y a 2 journées, eh bien tout ceci est faisable, et immédiatement. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de cette solution, pour les données, bien entendu, critiques de votre entreprise.
Le deuxième point, c'est que comme ce système aussi n'est pas utilisé comme un mount, hein, donc comme un système traditionnel de stockage, on a également, et comme toutes les données sont validées dès leur arrivée, on a aussi la sécurité que ces données sont complètement validées, et donc il n'y a pas de risque de perte de données. Ensuite, le troisième point, c'est que dans cette solution, le système, en fait, interagissant bien entendu avec les autres systèmes, est capable de dire aussi quel est son temps potentiel de recovery. Donc, il est aware, en fait, donc il connaît, en fait, son environnement base de données, ce qui n'est pas le cas pour les autres systèmes. Le focus, en fait, lorsqu'on a annoncé le ZDLRA, il y a quelques années de cela, et qui avait été donné par Larry Ellison, c'était de dire on veut faire en sorte que les erreurs humaines, en fait, ne puissent plus interagir sur la qualité de backup, mais surtout sur la qualité de recovery des données, en automatisant totalement, en fait, le logging des informations. Tous les avantages, en fait, c'est quoi? Vous avez une protection continue de votre base de données. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver votre base de données à n'importe quel point in time. Le deuxième point, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez très peu d'impact de performance sur les serveurs de production. Parce que souvent, quand vous faites un backup avec un système traditionnel, ça veut dire que vous êtes quand même obligé de prendre une certaine performance en fait, de vos serveurs pour faire vos backups. Ici, étant donné qu'on transfère uniquement des redos au travers du in-memory vers le ZDLRA, en fait, il y a très peu d'activité sur votre serveur et très peu d'activité sur le network. L'avantage, c'est que tous vos backups sont validés, c'est-à-dire que vous êtes sûr, en fait, de pouvoir recréer votre environnement. C'est-à-dire que vous passez d'un mode qui est traditionnellement un mode d'espérance, que le backup que le recovery va se bien faire. Il faut savoir que on a fait pas mal d'études là-dessus. En général, un backup sur deux ne se recouvre pas, d'accord, ou se recouvre mal. Là, vous êtes sûr que c'est 100% de vos recovery qui fonctionnent. Le deuxième point, c'est que vous êtes sûr de ne perdre aucune donnée. C'est-à-dire pour vos données business critiques pour votre business, mais surtout aussi pour vos données dites fiduciaires maintenant, vous êtes sûr en fait que ces données-là sont totalement protégées. Vous avez des indications sur le temps de restauration de chaque environnement, et vous pouvez ensuite le programmer. Donc c'est-à-dire que vous avez des policies qui vous permettent en fait de favoriser certaines bases de données par rapport à d'autres. Et tout ce qui est en fait recovery se fait de manière beaucoup plus automatisée, ce qui réduit énormément en fait, le travail des équipes pour retrouver les données. Bon, ces systèmes-là sont bien entendu ont du Intel Inside, hein, donc comme les ingénieurs systèmes. Donc ces systèmes-là, c'est pour ça que notre sponsor, donc on travaille la main dans la main effectivement pour définir en fait et designer ces systèmes avec eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette appliance, en fait, ça se comporte un petit peu de temps en temps comme un lecteur de DVD, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez un lecteur de DVD, vous le mettez dedans, vous essayez de retrouver vos données à un moment donné, vous essayez de reprendre votre film, par exemple, à la 25e minute. Alors, je dirais c'est plus un peu comme du Netflix, maintenant. Vous appuyez, donc, et vous retrouvez votre environnement au point où vous souhaitez le retrouver. Eh bien, c'est un peu la même chose, en fait, pour le ZDLRA. Vous appuyez, vous vous dites, tiens, je veux restaurer l'environnement tel qu'il était à telle date et à telle seconde, eh bien ceci va pouvoir se faire de manière automatique. Ce qui est impossible de toute façon à faire avec un autre système. Donc quand vous avez en fait des données extrêmement critiques, d'accord, quand vous avez des données, comme je le disais tout à l'heure, fiduciaires, c'est aujourd'hui le seul système en fait qui vous permet d'assurer en fait la protection totale de ces données et leur sécurité. Alors on a pas mal de cas clients qui l'ont utilisé, hein, donc des références publiques où on améliore de manière très très sensible le backup. Il faut savoir que dans cette société donc, qui fait du semi-conducteur, ils ont aujourd'hui 50 terabytes de production de bases de données qui peuvent être recouvertes à tout moment. Il faut savoir que comme ils sont dans le design en fait, de chips, de semi-conducteurs, ils sont obligés en fait, de pouvoir recréer très 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 rapidement leur environnement parce qu'en fait c'est un environnement très intensif en termes de transactionnel et que toute perte de temps se mesure en perte financière. Deuxièmement, vous avez cette recovery appliance vous permet en fait de pouvoir réduire en fait vos coûts opérationnels.
puisqu'il est évident qu'en automatisant, en mettant en place des policies pour vos databases, vous pouvez favoriser en fait des databases par rapport à d'autres, faire en sorte que les temps de recovery soient plus rapides sur certaines que d'autres, etc. Donc vous mettez en place des policies, et ces policies en fait vous permettent d'automatiser une grande partie en fait de la sauvegarde et surtout de la recovery. Et bien entendu, l'objectif c'est qu'en ne perdant pas de données, et en étant sûr de pouvoir les retrouver très rapidement, bah, vous mettez beaucoup moins de risques en fait sur votre business, moins de pertes potentielles, de pertes de business, et surtout en fait aucun risque sur tous les aspects légaux, qui peuvent eux vous amener également à des frais relativement élevés. Un autre exemple, alors on a plein d'exemples comme ça d'où en fait de clients qui les ont installés et qui ont réduit de manière massive en fait leur fenêtre de backup, qui ont amélioré de manière très très sensible leur recovery et qui ont surtout sécurisé leurs données. Alors bien entendu, ça c'est l'environnement donc ZDLRA pour les données critiques. On peut étendre ces concepts-là aussi aux données non structurées, donc qui sont en dehors des bases de données Oracle. Pour ça, on a d'autres systèmes qui s'appellent les ZFS, qui eux sont également intégrés avec les bases de données, donc ils peuvent à la fois fournir des performances très très élevées dans les environnements non bases de données, notamment dans les environnements vidéo par exemple, qui sont très demandeurs en termes de throughput, et donc dans les environnements de backup, mais également donc dans les environnements de database lorsqu'on n'a pas besoin comment dirais-je, de critères aussi performants que ceux du ZDLRA. Donc on a des systèmes qui vous permettent en fait, aujourd'hui grâce à une grande capacité, il faut savoir que c'est les systèmes les plus capacitifs en termes de données, 13 TB, ils ont beaucoup de mémoire à l'intérieur, on a 1.5 GB de DRAM et puis on a presque 1.5 TB en fait de SSD. Donc c'est des systèmes qui vous permettent en fait de faire des backups de manière très très rapide, quels que soient les environnements. Et le fait qu'on en ait beaucoup dans les environnements vidéo prouve que le throughput est quelque chose qui fonctionne très bien. Lorsqu'on les met en fait dans les environnements base de données également, il faut savoir que ces systèmes-là sont capables également de parler avec les bases de données. Ça veut dire qu'en fait, ils arrivent à s'auto-tuner en fonction des demandes des bases de données. Et s'auto-tuner signifie que l'utilisation du cache, l'utilisation des SSD, l'utilisation des disques, en fait, est managée en fonction des demandes de la base de données. C'est-à-dire que la base de données, en fait, ne voit pas une boîte noire, la base de données voit quelqu'un qui parle le même langage. Et donc, il lui envoie des ordres, et ces ordres-là sont récupérés par le système ZFS, qui lui-même, en fait, priorise les I/O en fonction des besoins. Et donc, notamment en termes de backup, parce qu'il fonctionne avec Herman sur les databases, et on s'aperçoit qu'on a globalement une amélioration souvent de 33 à 90% des performances dans cet environnement. Ces systèmes-là, donc l'objectif en fait de cette présentation, c'est de vous dire en fait aujourd'hui les environnements database, les applications critiques ne se gèrent pas de la même manière que les autres applications. On ne peut pas utiliser les mêmes systèmes en termes de protection et de recovery, sinon vous n'arriverez jamais à assurer une protection totale de vos données et surtout des recovery très rapides. Il y a aujourd'hui des contraintes légales qui vous imposent en fait de ne pas perdre vos données et de savoir à chaque moment comment on peut les recouvrir. Ces solutions-là sont complètement intégrées avec les systèmes engineers, spécifiquement conçus pour les bases de données Oracle, et qui vous permettent en fait comme ça de réduire au maximum vos risques, et surtout de vous consacrer à autre chose que de passer du temps à voir pourquoi un backup ou un recovery n'a pas fonctionné. Voilà. Si vous avez des questions, je vous remercie. Et puis,